Face à l'info, bonsoir à tous, 19h, c'est l'heure et voici le sommaire ce soir. C'est un bouleversement démographique sans précédent. Dans certaines zones françaises, des enfants nés d'étrangers extra-européens constituent la quasi-totalité des naissances. Quelle cause? Quel risque pour la cohésion sociale? Retour sur les chiffres étourdissants avec Éric Zemmour. Un rapport de France Stratégie publié en juillet 2020 et exploré cet été par le magazine Causeur met en exergue les bouleversements démographiques opérés dans certains quartiers entre 1990 et 2015. Éric Zemmour, vous avez pris connaissance de ce rapport. Quelles sont vos conclusions? Alors, j'ai vu pendant les vacances, puisque c'est sorti à la fin août, que c'est un papier dans Causeur qui a exhumé ce texte et ces cartes surtout, qui avait été publié l'année dernière, en 2020, par France Stratégie, un organisme officiel, public, qui est rattaché au Premier ministre. Donc c'est vraiment, là, on a des chiffres de l'INSEE, des institutions les plus officielles et les moins controversées possibles. Indiscutable. Exactement. Premièrement. Deuxièmement, en travaillant là sur l'émission, je me rendais compte qu'on allait parler de la carte de France Stratégie sur l'immigration. Je vais parler ensuite de Marseille. Et je me disais, mes contempteurs vont encore dire il est obsédé par l'immigration, etc. Et en fait, ça m'amusait parce que je vois que c'est l'actualité qui est obsédée par l'immigration. La carte de France Stratégie, Macron qui va à Marseille, Mélenchon qui ne parle que de ça, la droite, chaque candidat des primaires qui va de sa petite mesure, tout ce qu'ils n'ont pas fait pendant 30 ans. Et donc ça m'amuse assez de voir cette effervescence, cette ébullition autour d'un sujet dont on n'a pas le droit de parler normalement. Donc voilà, ça c'est le préambule. Pour France Stratégie, là aussi, j'ai été frappé par les réactions à ce papier dans Causeur. Vous avez remarqué, quand Causeur a publié ce papier, toute la presse, la plupart des journaux, en particulier les journaux de gauche, mais tous les hebdomadaires, etc., ont dit « Oh là là, c'est scandaleux, c'est une vieille étude, on a instrumentalisé ce sujet. En plus, il n'y avait pas que des données sur l'immigration, il y avait d'autres données, etc. » Et je fais une petite remarque sur le journalisme devenu le journalisme français. Il étouffe un sujet. Et puis, quand, malgré lui, le sujet est exhumé, il dit « Oh là là, c'est scandaleux, c'est une manipulation, c'est une instrumentalisation. » Je m'amusais en voyant les commentaires de tous les journaux. J'avais le temps pendant mes vacances, donc ça me permet d'en parler. Bon, alors maintenant, allons-y sur le fond. Pourquoi ces cartes sont époustouflantes et édifiantes et confirment les intuitions des plus apocalyptiques? Ils ont pris, entre autres, je l'ai dit, ce n'est pas les seuls chiffres, mais c'est les chiffres vraiment parlants, ils ont pris le taux d'enfants de 0 à 18 ans qui ont au moins un parent étranger non européen. Et ils sont allés dans, je crois, 55 villes, etc. Et on constate deux choses. La première, c'est que les contrées de vieille immigration maghrébine et africaine, où il y avait une immigration importante depuis les années 60-70, sont devenues uniformément, ou vont devenir uniformément maghrébines et africaines à grosse majorité islamique. Pardon. Et chiffres, par exemple, la Seine-Saint-Denis. Bon, la Seine-Saint-Denis, maintenant, vous avez, je crois, 55% d'enfants qui sont nés de parents étrangers, non européens. Et quand vous creusez, vous avez des villes comme Aubervilliers, où on est à 75%. Rien vous ne avez donne, Perfit, où on est... Comment ? Rien ne donne dans l'étude la religion. Ah non, bien sûr. Mais quand vous dites, en général, extra-européen, ça veut dire maghrébin ou africain, quelques asiatiques, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc on sait que ça veut dire essentiellement des musulmans. Mais vous avez raison, il y a des Africains non musulmans qui sont chrétiens. Et absolument, vous avez tout à fait raison. Donc ça, c'est une première chose. Donc les régions avec une forte immigration depuis 40 ans deviennent maintenant uniformément le produit de cette immigration extra-européenne. Quand on est à 75%, vous voyez, ça veut dire que c'est la définition même du grand remplacement.
C'est-à-dire que des villes, moi que j'ai connues, j'ai grandi à Drancy quand j'étais enfant, où il y avait une énorme majorité d'Européens. Justement, sur le grand remplacement, vous savez très bien, hein, vous et moi maintenant, on se connaît oui, bien très sûr, bien, bien sûr, que, bien sûr. voilà, c'est quand même une notion idéologique où on dit qu'il y a une certaine volonté. Même Marine Le Pen est revenue sur ces mots. Oui, Marine Le Pen ne veut pas assumer ce mot-là, c'est son problème. Et c'est pas grave, moi je l'assume. Est-ce qu'on peut pas, pardonnez-moi, je suis dans la foulée, je continue, est-ce qu'on ne peut pas remplacer par un bouleversement démographique ? Non, parce que c'est plus qu'un bouleversement, c'est un authentique remplacement. C'est-à-dire que vous avez une population qui est française, blanche, chrétienne, de culture gréco-romaine, pour reprendre la terminologie de la phrase célèbre du général de Gaulle, et à la place, 40 ans plus tard, vous avez une population qui est maghrébine, africaine, pour la plupart musulmane. Si vous voulez, ça s'appelle un remplacement d'une population qui était héritière d'une civilisation, qui est remplacée par une autre, d'une autre civilisation. Donc si vous voulez, quand vous dites par exemple, pour la guerre 14, quand vous dites Christine, on dit comment on l'appelait la guerre 14, on l'appelait la Grande Guerre. Voilà, là c'est le grand remplacement. C'est un fait, et c'est un processus que justement qui est, assumé par ces cartes, qui est... Une évolution. C'est un processus. La grande évolution. C'est un processus. Quand vous dites la grande peste, quand vous dites la grande crise, parlant de 29, vous voyez, c'est pas, il y a pas. Je n'y mets pas, si vous voulez. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est ce qu'il y a derrière le concept de grand remplacement qui a été repris, on le sait, par Renaud Camus et qui existe depuis longtemps. C'est Renaud Camus qui l'a forgé. Qui l'a forgé, mais ça existait déjà depuis un moment. C'est l'ONU qui parle de remplacement de population. Et après, est-ce que voilà, derrière tout ça, il y a pas une volonté? Moi, je ne mets pas, je ne dis pas que les élites occidentales ont la volonté de remplacer leur peuple par un autre peuple. Je ne dis pas ça. Je dis qu'ils le subissent et qu'ils l'acceptent et qui, on verra après, pour certains comme Mélenchon, le glorifient. Je ne dis pas qu'ils se sont dit, il y a 40 ans, « Ah, mais on va remplacer... » Non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas que Valéry Giscard d'Estaing, en instaurant le regroupement familial, s'est dit « Ah, mais je vais remplacer les Blancs chrétiens par des Noirs et des Maghrébins musulmans. » Je n'ai jamais dit ça. Je ne pense pas ça en plus. Mais en revanche, je pense qu'il y en a qui le subissent et il y en a qui le théorisent pour dire que c'est formidable, que c'est la diversité, etc. Oui, mais on va parler de tout ça. Alors, je disais, premièrement, les quartiers et les villes qui ont connu une forte immigration maghrébine et africaine depuis 40 ans sont devenus uniformément, il n'y a quasiment plus de Français de souche. Et la deuxième leçon, c'est que dans les villes et dans les régions, comme la Bretagne, ou dans les villes un peu retirées, loin des grands échanges économiques, comme Limoges, ils ont pris l'exemple de Limoges. Là, dans ces régions et dans ces villes qui connaissaient jusqu'alors quasiment pas d'immigration, là, il y a une forte poussée. Si vous voulez, en gros, on passe de 1% à 15%, de 5% à 20%, à Rennes, à Nantes. Et d'ailleurs, on le sait, ça fait plusieurs années qu'on voit les conséquences, avec une délinquance qui a explosé. Donc, si vous voulez, deux phénomènes. Un, concrétisation du grand remplacement, c'est-à-dire que nous avons des quartiers et des villes où il n'y a quasiment plus que des enfants issus de l'immigration maghrébine et africaine. Et deuxièmement, ce phénomène s'étend dans tout le pays, devient un phénomène national. Et même dans les villes qui ne connaissaient pas ce phénomène, désormais, ils le subissent. Est-ce que ce n'est pas aussi une question, pardon, avant... Je vous en prie. Est-ce que ce n'est pas aussi une question de regroupement géographique pour essayer de bien comprendre, aller jusqu'au bout du bout pour essayer de bien comprendre. Christine, parce que c'est l'argument qu'on trouve depuis 40 ans. C'est-à-dire que, vous savez, à chaque fois, ce que j'appellerais les gens du déni nous trouvent des arguments. Alors, il y a 40 ans, c'était « mais en fait, il y a autant d'étrangers que dans les années 30 ». Ça, c'était... Vous n'avez pas connu Dimitri, ça. C'était l'argument dans les années 80. Ah, mais non, il y a autant d'étrangers, on avait 7%, on avait 6%, 7%. Et puis après, on a compris qu'on a autant d'étrangers que dans les années 30, tout simplement parce qu'on naturalise massivement. Donc évidemment, si même on prenait 100 millions d'Africains, qu'on leur donnait à tous une carte d'identité nationale, il y aurait toujours le même quota d'étrangers. Alors qu'est-ce qu'on répondait aux gens du déni aujourd'hui? Mais oui, le déni aujourd'hui, c'est deux choses. C'est ce que vous avez dit. C'est-à-dire, ah, mais c'est parce qu'ils sont mal répartis. Ils
Ils sont pas mal répartis. Ils avancent petit à petit, justement. C'est-à-dire que dans les quartiers où ils sont importants, les Français fuient. Et donc, il n'y a plus que ces gens-là. Ça, c'est la Seine-Saint-Denis, on l'a dit, on va voir Marseille tout à l'heure, etc. Et puis, dans les villes et les régions où il n'y en avait pas, eh ben, ils avancent. Et donc, et on est à 20%. Donc, ça veut dire qu'à Nantes et à Limoges, dans 20 ans, il y aura 50% d'immigrés maghrébins et africains. C'est la logique. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du concept de créolisation, hein, on va dire entre le concept de créolisation porté par une partie de la gauche et la théorie du grand remplacement reprise par une partie de la droite. Le sujet de l'évolution démographique ne cesse donc de faire polémique, on le voit bien. Pourquoi, Éric Zemmour, on ne peut pas aborder sereinement ce débat? Qu'est-ce qui se joue dans ce clivage politique concrètement? Vous savez, c'est normal, en fait, de ne pas approcher ce sujet de façon tranquille, parce qu'il en va du destin du peuple, du destin de la nation. Le peuple français est en train de se faire exproprier de son territoire et de son pays. C'est quand même pas rien. Donc, si vous voulez, il est tout à fait normal que personne ne soit tranquille face à ce phénomène inouï. Exproprier, le mot est un peu fort, non? Vous savez, en Seine-Saint-Denis, quand vous avez à Aubervilliers... Par endroit. Ah, voilà, par endroit. Mais je vous dis, c'est un mouvement qui avance. Je ne vais pas reprendre ma démonstration de tout à l'heure. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Le grand remplacement et la créolisation, pour moi, ce sont des termes synonymes. Simplement, les premiers, c'est le même phénomène qu'on décrit. Simplement, les premiers disent c'est une catastrophe et les seconds disent c'est magnifique. Mais c'est la même chose. La créolisation, c'est un nouveau mot pour une vieille évolution de la gauche. Je m'explique 2 minutes. La gauche, normalement, c'est l'assimilation. C'est-à-dire, on assimile les populations venues de n'importe où, on leur inculque la culture française, l'histoire de France, on exige que les parents donnent des prénoms français à leurs enfants. Bref, on fabrique des Français. On fabrique des Français à partir même des provinciaux. Les Bretons doivent cesser de bretoniser. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas les étrangers d'abord. D'abord, on francise les provinciaux. Et on se moque d'eux. Et on les ridiculise. C'est Bécassine. Hein, on les ridiculise quand ils ne sont pas assez français. C'est-à-dire qu'ils ne parlent pas bien français, la langue de Paris, en fait, qu'ils connaissent mal l'histoire de France, etc. Donc, c'est à la dure. Mais vous avez connu ça très bien. Aux Antilles, c'est la même chose. Mais moi, mes parents ont connu la... les créoles, etc. Mais mes parents ont connu la même chose en Algérie. Ils parlaient un mélange d'arabe, vous voyez, etc. Et mon grand-père parlait mieux arabe que français. Mais à l'école, ça rigolait pas. Mon père, c'était fini. Il fallait s'assimiler. Il fallait s'assimiler. L'assimilation, c'est ça. C'est un régime exigeant. Il ne faut pas le cacher. Hein, je ne le cache nullement. Mais ce n'est pas ce qu'en a dit la gauche. La gauche, depuis 40 ans, a changé son fusil d'épaule. Elle a commencé à dire que l'assimilation, c'était un concept colonial. Ce qui est faux. C'est une bêtise grosse comme eux. D'ailleurs, en vérité, quand vous étudiez l'histoire de la colonisation, vous vous rendez compte que, je renvoie les auditeurs et les téléspectateurs au livre de Pierre Vermeuren, qui est un historien remarquable et spécialiste du Maghreb, etc. Il explique très bien que la France n'a pas assimilé les indigènes, comme on disait. Elle a assimilé une élite, vous voyez, selon la méthode des jésuites. Je prends une élite, je leur inculque la culture française, mais je ne m'occupe pas du peuple. Donc c'est faux. Ce n'est pas un concept colonisateur. D'accord? Mais pour justifier leur retournement, ils l'ont dit. Et qu'est-ce qu'ils ont pris comme concept? Le concept de ce qu'on appelait dans les années 80 le droit à la différence. SOS racisme. Donc chacun peut garder, conserver et faire fructifier sa culture d'origine. Et que 1000 cultures s'épanchent ainsi et s'épanouissent pour qu'il y ait un magnifique bouquet. Ça, c'est la théorie du droit à la différence de SOS Racisme dans les années 80. Il n'y a pas de différence majeure entre cela et ce que dit Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui. La créolisation, ce n'est qu'une version nouvelle du droit à la différence. C'est la croyance naïve que plusieurs cultures pourront vivre côte à côte en paix. Or, c'est faux. C'est ce qu'on le comprend aujourd'hui, on l'a très bien compris. Il n'y a pas de vie
où des cultures et des civilisations se côtoient sur un même sol. Elles s'affrontent forcément, et il y en a une qui gagne, et qui gagne par le nombre. C'est ce que j'ai dit pour répondre à votre première question. Donc, la créolisation, c'est exactement comme le droit à la différence. Je note que Jean-Luc Mélenchon a fait un tête-à-queue exceptionnel dans sa vie. Lui qui se prétendait un républicain, c'est-à-dire un assimilationniste, vu ce que je vous ai dit, désormais reprend l'idéologie et les concepts de ce qu'il brocardait jadis avec Jean-Pierre Chevènement sous le terme de gauche américaine, c'est-à-dire de gauche multiculturelle. Vous voyez ? Il admire Robespierre, mais en vérité, il parle comme les Américains, comme les campus américains. Robespierre l'aurait fait guillotiner. Jean-Luc Mélenchon devrait bénir le ciel que Robespierre ne soit plus là. Vous voyez ? Donc, si vous voulez, c'est ça l'histoire et de la gauche et de l'assimilation. Et ce renoncement de la gauche, cette apostasie de la gauche, qui a changé de système de valeurs, s'est opéré au moment même où l'immigration changeait, n'était plus européenne et chrétienne, mais africaine et musulmane, et donc de plus en plus loin du corpus d'origine du peuple français. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, vous savez, quand vous avez 1500 ans de christianisation d'un peuple blanc et de culture gréco-romaine, et que, évidemment, quand vous êtes proche de ça, quand vous êtes polonais, quand vous êtes italien, bon, je ne dis pas que c'est facile, hein, parce que c'est quand même, il y a quand même des différences, et qu'il faut quand même s'assimiler à cette nouvelle culture, mais c'est proche. Voilà, c'est proche. Là, d'ailleurs, vous savez, je ne suis pas le premier à le dire, mais le roi Hassan II l'avait dit. Il l'avait dit à la télévision, face à Anne Sinclair. Il l'avait même dit, maintenant je le sais, parce que des proches de François Mitterrand me l'ont raconté, il l'a dit à François Mitterrand lui-même. Il lui a expliqué qu'il prenait un grand risque et qu'il n'arriverait jamais à faire de ces Marocains et des autres Maghrébins des Français. Il lui a dit à François Mitterrand, qui n'a pas voulu écouter. Donc vous voyez, ce que je dis là n'a rien d'original. En vérité, il y a dans l'humanité des civilisations différentes, c'est d'ailleurs la richesse de l'humanité, vous voyez, et qui rivalisent, qui s'affrontent, qui ne sont pas sur les mêmes concepts, sur les mêmes valeurs. Vous savez, hier je vous ai dit sur la citoyenneté, vous vous souvenez, je vous ai dit, c'est un concept gréco-romain et chrétien. Il n'y en a pas dans les autres civilisations. Ça ne veut pas dire qu'ils nous sont inférieurs, ça veut dire que ce n'est pas leur système de valeurs. Vous voyez ? Bon, c'est comme ça. Donc, si vous voulez, on voit bien ce qui se passe aujourd'hui et on voit bien comment, à partir de là, chacun voit l'évolution de la situation à son heure. C'est-à-dire que la gauche continue à défendre son modèle multiculturaliste, je dis bien son modèle récent, des 40 dernières années. Auparavant, si vous voulez, la gauche d'avant aurait été d'accord avec moi. La gauche de Léon Blum, la gauche de Jean Jaurès aurait été d'accord avec moi. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est le grand paradoxe de notre époque. C'est que ces gens-là me traitent d'extrême droite, alors que moi, je reprends simplement les concepts de la gauche républicaine. La gauche républicaine, c'est moi. C'est tout le paradoxe de cette incroyable tête-à-queue de la gauche, vous comprenez ? La solution pour avoir un débat apaisé, Éric Zemmour, ne serait-elle pas d'autoriser les statistiques ethniques, comme l'a réclamé cet été le haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU auprès de plusieurs pays, dont la France ? Alors, je vais vous dire, selon les principes républicains de la République assimilationniste, c'est un scandale, les statistiques ethniques. C'est-à-dire qu'en France, selon les principes de la République, on ne doit pas faire des statistiques selon l'ethnie, selon la religion, etc. C'est contraire à notre universalisme, je le répète, à partir du moment où notre universalisme est assimilationniste, vous comprenez ? Parce que sinon, ça donne le multiculturalisme. Dans les sociétés vraiment multiculturelles, qui assument le multiculturalisme comme leur principe, les anglo-saxons en gros, pour parler vite, hein, là, il est tout à fait normal de faire des statistiques ethniques, puisque chaque communauté s'assume en tant que telle et s'assume dans l'espace public. D'accord ? Nous sommes, vous comprenez,
complètement paradoxaux. Je vous ai dit, pas de statistiques ethniques dans une république assimilationniste. Mais nous n'avons plus la république assimilationniste. Je vous l'ai démontré tout à l'heure. Mais nous refusons encore les statistiques ethniques. Donc moi, je vais vous dire, j'ai changé d'avis. J'ai vu ce qu'avait dit Michel Tribala, vous savez, la démographe, qui dit que c'est indispensable pour connaître, pour vraiment avoir une connaissance réelle de cet événement inouï qui est ce que vous appelez le bouleversement démographique. Et donc, ça ne me choquerait plus. Puisque, de toute façon, on a perdu la République assimilationniste, soit on remet la République assimilationniste de force, ça c'est mon premier souhait, et dans ce cas-là, je ne veux pas de statistiques ethniques. Vous voyez, ça ne va pas dans mon schéma. Oui. Soit on renonce à la République, la République assimilationniste, et dans ce cas-là, ça ne me dérange pas d'avoir les statistiques ethniques. Au moins, les gens de gauche disent, certains gens de gauche disent, il faut les statistiques ethniques pour qu'on verra les discriminations à l'emploi, au logement, etc. Très bien. Moi, je retourne leur argument. Avec les statistiques ethniques, on verra la réalité des prisonniers, la réalité des allocations sociales, de l'aide, de l'école, de l'état de l'école, des classements, etc. Vous voyez, du niveau scolaire en fonction des communautés, etc. On verra tout. Puisque la gauche a renoncé à la République assimilationniste, alors là, dans ce cas-là, autant avoir des statistiques ethniques pour voir vraiment la réalité. Vous avez vu, d'ailleurs, les cartes de France Stratégie, c'est quasiment déjà des statistiques ethniques. On ne met pas par religion et par ethnie. Très, très proche. Mais quand on dit extra-européen, on a compris, quoi. Justement, je vous donne un petit mot rapide tout à l'heure, pourquoi distinguer l'immigration européenne de l'immigration extra-européenne ? Mais parce que, tout simplement, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que la proximité culturelle est bien plus grande avec une immigration européenne, italien, espagnol, portugais, on le voit bien, qu'avec, même si, encore une fois, il y a des problèmes. Par exemple, les Portugais sont extraordinairement communautaires. Mais il n'y a pas de problème de délinquance, il n'y a pas de problème de chômage de masse, il n'y a pas ces problèmes-là. Puis ils sont très catholiques. Et c'est ce que je dis. Quand ils sont catholiques, ils sont quand même plus proches de nous. Même si, encore une fois, je ne veux pas dire que c'est facile. Vous savez, au fin du 19e siècle et dans les années 30, on reprochait aux immigrés polonais d'aller trop à l'église. Donc je ne dis pas qu'il n'y a jamais eu de problème, hein. Ça serait idiot. Éric Zemmour, qu'est-ce que vous répondez à Jean-Luc Mélenchon qui dit que vous êtes vous-même le fruit de la créolisation de la France ? J'ai vu ça, il m'a beaucoup amusé Jean-Luc Mélenchon. Parce que d'abord, il a rappelé que Zemmour, ça veut dire Olivier. Zemmour veut dire Olivier, mais il a dit en arabe, c'est une erreur. Oui, c'est en berbère. Et je peux vous dire que pour les Berbères, ce n'est pas la même chose. Absolument. Les Berbères qui sont persécutés depuis des siècles par les colonisateurs arabes en Algérie, depuis des siècles, je dis bien. Beaucoup de Berbères sont très fans de votre émission. Mais je sais bien, mais j'ai des contacts très chaleureux avec beaucoup de Berbères. Oui. Et c'est normal, moi-même, je suis berbère. Hein. Moi-même, je viens de là. Alors, qu'est-ce que vous lui répondez Donc je lui dis d'abord, c'est un nom berbère. Il l'a dit lui-même, d'ailleurs, Olive, en arabe, c'est zetoun. Donc, en berbère, Olivier, pas olive. Olivier, c'est un bel arbre. Il devrait quand même savoir ça. Bon, donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, et c'est là où il se trompe, mais volontairement, il le sait très bien, Jean-Luc Mélenchon. Il connaît son histoire, il sait tout ce que je viens de vous dire. Il veut faire croire que je suis le produit de la créolisation. Il ajoute à la française, parce qu'il sent quand même que là, il y a une embrouille qui passe pas. Je ne suis pas du tout le produit de la créolisation. Je ne suis pas le produit de communautés qui coexistent côte à côte. C'est ça la créolisation. Non, moi je suis le produit de l'assimilation républicaine. C'est-à-dire que moi, on m'a appris qu'il fallait parler français, qu'il fallait apprendre le français, qu'il fallait apprendre les grands auteurs français, qu'il fallait apprendre l'histoire de France, qu'on passait par l'école, qu'il fallait avoir une conception discrète de sa religion. Vous voyez ? On m'a appris tout ça, c'est-à-dire l'assimilation républicaine. Donc je suis un produit de l'assimilation, pas un produit de la créolisation. Ça ne veut pas dire, puisque c'est votre anniversaire, j'en profite un peu. Hein, oui. Ça ne veut pas dire qu'au quotidien, dans votre parcours, vous n'avez pas eu des moments de difficulté, peut-être d'intégration, d'adaptation, faire face à certains délits de faciès. Franchement, non. Mes parents, peut-être. Vous voyez ?
mes parents, parce que c'était dans les années 50, qu'en plus ils étaient surtout moqués comme pieds noirs. Vous voyez, plus qu'autre chose. Les pieds noirs étaient très mal reçus quand ils sont arrivés d'Algérie. Ils ont été vraiment insultés, rejetés, etc. Ça oui. Mais franchement, moi, je n'ai absolument pas à me plaindre. Je n'ai jamais subi la moindre discrimination, peut-être une réflexion ou deux, mais ça n'a aucune importance. Vous voyez ? Mais vous êtes passé vous êtes passé par-dessus tout ça. Je suis passé par-dessus parce que je le voulais. C'est ça. C'est ce que Il y a deux choses. Et j'en ai été récompensé. L'analyse est parfaite d'une certaine façon, parce que sinon, il n'y a plus de France. Il n'y a plus de citoyenneté en tant que telle. Nous devenons un peuple international ou à velléité internationale, où les communautés sont là. Mais l'identité française, c'est une façon d'être. C'est se battre déjà pour cette langue, et cette langue qui avait une très 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 grande importance. Donc il ne faut surtout pas abdiquer. Et il y a un faussoiement de la gauche aujourd'hui, et d'autres également, car il nous faut imposer ce désir d'être français, cet appétit de pratiquer la langue. Est-ce que ça s'impose ? Oui, sinon on n'est plus français, il n'y a plus de France. La créolisation, c'est le paravent pour l'islamisation. Parce que c'est la loi démographique. Encore une fois, les données de France Stratégie sont édifiantes. Il y a les Françaises de souche font 1,9 enfants par femme. Les Maghrébines, c'est-à-dire les Algériennes, les Tunisiennes et les Marocaines font 3,5 enfants par femme. Les Turcs, 3 enfants par femme. Donc si vous voulez, il y a une logique. À partir du moment où on n'assimile plus, à partir du moment où on n'a plus la même culture, où on ne défend plus la même civilisation, les rapports de force deviennent démographiques. Et donc c'est la course au berceau. Et la guerre des berceaux.